Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de DEN Télévision, bonsoir, bonjour, selon le temps qui vous sourit. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Question de gouvernance. Ce numéro va s'intéresser à un sujet qui me concerne, qui concerne ma corporation, le monde de l'audiovisuel de la presse de notre pays, le Bénin. C'est bien le sujet de l'aide de l'État à la presse béninoise. Quelle est la genèse de cette aide? Quels sont les médias qui peuvent en bénéficier après plusieurs années de distribution? Quel bilan peut-on établir et quelles sont les réformes envisagées par les institutions fertières pour un véritable impact sur les médias du Bénin? Question de gouvernance essaiera d'apporter des éléments de réponse à ces différentes interrogations. La haute autorité de l'audiovisuel de la presse et de la communication du Bénin, représentée sur ce plateau par monsieur Pascal Zantou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel de la presse, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, voilà, la HAC. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Face à vous, monsieur Basile Chibozo, vous êtes le président du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci d'être là. On va démarrer par répondre à la principale question de gouvernance qui va aussi autour du thème aide de l'État à la presse, état des lieux, réforme et perspective. Ma première question va s'adresser d'abord à la représentante de la RAC sur ce plateau, M. Pascal Zantou. Comment est née l'aide de l'État à la presse? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs et leur dire que l'aide de l'État à la presse privée du Bénin est une initiative aussi bien des professionnels des médias du Bénin que du gouvernement. Et on était en 1997. Il y a eu un séminaire national sur la question. Et c'est à l'issue de ce séminaire-là qu'il a été recommandé que le gouvernement puisse chaque année mettre à la disposition des professionnels des médias une cagnotte. Et à l'époque, l'enveloppe avait été fixée à 300 millions de francs CFA. Nous étions dans un environnement déjà pluriel, puisque on avait naturellement les organes de service public, mais qui ne vont pas bénéficier de l'aide de l'État à la presse privée. Mais il y avait aussi à côté des organes de presse privés, essentiellement des journaux. On avait Le Matin, on avait déjà les Échos du Jour qui venaient de naître en 1996, le Matinal aussi en 1997, en attendant que d'autres arrivent. Donc l'espace, il y avait aussi le Citoyen, 24 heures me semble-t-il aussi, le Quotidien. Mais les quotidiens les plus en vue en ce moment, c'était Le Matin, les Échos du Jour, le Citoyen et le Matinal qui est venu, me semble-t-il, en décembre 1997. Et donc nous étions déjà dans un espace pluriel. Il fallait donc contribuer à la consolidation de cet espace-là qui est un espace d'expression, de libre expression, et donc un indicateur assez important pour la mesure de l'efficacité de la démocratie qui venait de renaître dans notre pays, s'il faut parler ainsi, puisque nous avons parlé en 1990 de renouveau démocratique. De la conférence nationale des forces vives. Exactement. Donc, il fallait consolider les bases de la démocratie, il fallait consolider la presse privée naissante, parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait seulement quelques quotidiens et les tout premiers, souvenez-vous, les tout premiers organes de presse privés d'après
non, si je dis d'après l'indépendance, c'est pas bien, c'est pas totalement juste, mais disons d'après la période révolutionnaire, vous savez qu'à partir de 1972, lorsque le coup d'État militaire est intervenu en octobre, il y a eu comme une sorte de bâillonnement des médias, donc il n'y avait plus d'organes de presse privés, les organes de presse de service public étaient soumis à une censure qui disait réellement son nom, puisque c'était officiellement organisé. Et donc, en 88-89, vont réapparaître la presse privée dans notre pays à travers le lancement de la Gazette du Golfe, de Tam Tam Express, du Forum de la Semaine, etc., etc. Mais ces périodiques faisaient certainement leur chemin, mais la presse privée va reprendre du bête de la poêle, du poil de la bête à partir donc de la naissance en 1994 du Matin, suivi du Citoyen, puis des Échos du Jour en 1996, comme je vous l'ai indiqué. Et il fallait consolider tout cela en apportant de la subvention. L'État devrait apporter de la subvention pour que ces entreprises naissantes puissent avoir des bases économiques acceptables, viables et se maintenir. Donc c'était ça l'objectif visé. Et vous comprenez donc que le gouvernement qui avait mis en place donc cette aide devait veiller à ce que l'aide aille effectivement aux entreprises de presse qui en avaient besoin et qu'elles soient surtout judicieusement exploitées. Et j'espère que nous allons développer ces aspects, comment on en est arrivé à confier la gestion de l'aide d'une certaine manière à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ça a donc commencé depuis 1997. C'est parti de quel problème lié à la coopération pour que le gouvernement en arrive? C'est vrai que M. Pascal Zantois a commencé par énumérer quelques-uns. Vous, en tant que représentant de la corporation, le président du Conseil national du patronat, en tout cas de l'audiovisuel et de la presse, quels étaient les problèmes à l'origine pour que le gouvernement arrive à mettre en place ce dispositif? Les médias avaient-ils vraiment besoin d'une subvention, d'un accompagnement à l'origine? Merci beaucoup, Tranquillin. Je remercie pour l'invitation et je remercie par ce truchement la téléspectateur de Eden TV. Non, par rapport à votre question, je crois que... Est-ce qu'il y avait un problème? Non, il y avait un désir d'appui aux médias. Parce qu'il faut avouer qu'en 80... Bien sûr, absolument. Vous savez, absolument. Parce que vous savez, au niveau, en ce moment-là, la presse était à ses débuts, réellement. Il y avait une sorte de foisonnement, une sorte de bouillonnement. Et on sentait un désir véritablement d'animer le paysage médiatique. Et ces organes-là étaient en train de travailler, d'animer comme cela se doit, parce qu'on était au lendemain de la conférence nationale. Donc il y avait tous ces organes-là. Il était question de les appuyer pour les consolider, pour leur donner la possibilité financière d'exister dans la durée et de pouvoir animer le paysage médiatique de notre pays. C'était beaucoup plus cette volonté-là qui a été manifestée par le président Mathieu Kérékou et qui a dit il faut appuyer cette presse-là qui va jouer son rôle, se battait à qui mieux pour s'en sortir. Et c'était un désir de ce que désormais il ne faudrait plus que cette presse disparaisse. En fait, je crois que c'est ça. Parce qu'au-delà même de l'appui de l'État aux médias, il y avait la possibilité au plan publicitaire et autres là, à sa presse de s'en sortir. Donc, ce n'était pas un désir ni de bâillonnement, et ce n'était pas une volonté, disons, un déficit par rapport à cette presse-là, qui n'en voulait pas, mais elle en voulait. Mais avant l'aide, il y avait qu'elle s'en sortait bien. À qui mieux. Elle se battait, elle s'en sortait. Et puis beaucoup d'associations de presse à ce moment-là, je me souviens de l'OJPB, qui était le lead en ce qui concerne l'association professionnelle, était dans l'avant-garde au niveau de la lutte pour réclamer cet appui-là au niveau du gouvernement. Mais il faut aussi reconnaître que la démocratie qui avait été enclenchée en ce moment-là avait besoin de soutenir sa presse. Parce qu'on était dans un sorte de libéralisme.
Si pendant longtemps, pendant 17 ans, 18 ans, il y avait une sorte de bâillonnement systématique, l'ouverture, l'État se devait d'appuyer ces organes de presse-là, qui, au départ, étaient d'initiatives privées et qui ont besoin d'être soutenus, d'être appuyés. Comme toutes les autres structures de l'État, du gouvernement, du pays en avaient besoin aussi, en avaient eu aussi. Donc c'était une sorte de justice en ce qui concerne les associations en général qui existaient dans notre pays. C'était un peu là où qu'est née l'idée. Comme l'a dit le conseiller, je crois que c'est vrai. Au départ, les plus grands médias en ce moment-là, c'était le matinal, c'était les Échos du jour, c'était le matin, surtout le matin, en premier en 1994. Mais avant cela, il y avait Gaël Dugas et autres là, qui en avaient bénéficié. Sans oublier qu'en 1997, avec la loi sur l'audiovisuel, parce qu'il y a la loi 96-010 qui est venue conforter un peu la loi 72 et qui a donné la possibilité aussi à l'audiovisuel de commencer par en avoir. Mais il faut avoir qu'en 1997, la priorité était la presse écrite, qui était la plus existentielle, la plus dense, qui occupait l'espace réellement. Voilà ce que moi je peux dire. Depuis 1997, pourquoi on n'a pas observé un certain dynamisme dans l'octroi de cette aide? Vous avez parlé de 300 millions au départ. Aujourd'hui, je crois que c'est ça aussi autour de 350 millions. En 1997, on avait une dizaine de journaux. Aujourd'hui, il y a une centaine. Aujourd'hui, il y a des radios, il y a une vingtaine de radios, il y a aujourd'hui 8 télévisions, en tout cas en dehors du secteur public. Il y a 8 télévisions dans le monde privé. Comment se fait-il qu'on n'a pas observé une certaine évolution au niveau de l'octroi de l'aide? Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Merci. Je crois que vous touchez du doigt les vrais problèmes à ce niveau-là. Nous avons observé une sorte de stagnation de l'aide. Non, il faut d'abord reconnaître que l'aide n'est qu'une aide, c'est un apport, un appoint. Ce n'est pas pour remplacer l'investissement privé. Et donc, le gouvernement ne va pas se casser la tête pour dire chaque année il faudrait que j'augmente l'enveloppe, surtout si les acteurs concernés ne travaillaient pas, ne se battaient pour cela. Il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés, mais avant de les aborder, je voudrais insister sur le fait que, comme l'a dit le président Chibozo, effectivement, c'était une sorte de désir, de volonté d'aider à consolider les bases de la démocratie et de la presse privée naissante dans notre pays. Parce que une démocratie ne peut pas s'exprimer sans des espaces d'expression. Et donc, il y a eu des difficultés. Les professionnels des médias ont eu leur effectif qui a augmenté d'année en année, les médias eux-mêmes, de sorte qu'à un moment donné, on s'est posé la question de savoir est-ce que l'aide n'était pas devenue une sorte de piège pour même le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des organes de presse qui naissaient justement dans la perspective de gagner cette manne-là. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Nous ne faisons que lire les événements, les faits. Autre chose, la consommation de l'aide elle-même a posé de problème. C'est-à-dire que nous sommes en présence de deux acteurs dont l'un est dans une dynamique de gestion d'ordre purement administratif. Il faut respecter l'orthodoxie financière, respecter les règles budgétaires, à savoir qu'une année budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Et il y a un autre acteur qui est dans une autre dynamique, une dynamique qui ne souffre, qui veut bien qu'on aille vite, mais qui au même moment n'a pas toujours la même lecture de la gestion des finances que l'acteur public. Les professionnels des médias
ne considèrent pas toujours que l'année budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. De sorte que le gouvernement se retrouve dans une situation où, après un exercice budgétaire, il se sent obligé de procéder à des ajustements de sorte à reconduire une aide d'une année qui n'a pas été consommée. C'est-à-dire que l'année 1997, il y a eu dans le budget du gouvernement 300 millions prévus pour les médias privés. Ces 300 millions n'ont pas été totalement consommés. Normalement, l'année qui suit, le gouvernement se dit « Ah tiens, il y a une sorte d'incapacité à consommer 300 millions. Donc, il faut diminuer. » Normalement, c'est ça la logique financière. Il faut diminuer pour permettre une nette consommation de la ligne budgétaire. Donc, il y a ce quiproquo, me semble-t-il, entre les deux acteurs qui parlent chacun un langage qu'ils ne comprennent pas toujours. Donc il y a cette difficulté. On a l'occasion d'approfondir cet aspect au cours du débat. Mais avant, je reviens à la question que je viens de poser à M. Pascal Zanto. Pourquoi l'aide n'a pas évolué dans le temps? En 97, 300 millions. On est en 2018, ça aussi autour de 350 millions avec tous les corollaires, les problèmes qui aussi non, c'est une question extrêmement pertinente. Il faut avouer qu'il y a une sorte de stagnation qui n'a pas suivi un peu, disons, le caractère éclectique des médias qui sont nés. En 1997 n'existait pas Eden TV, ni Soleil FM, ni E-Télé, etc., etc. Aujourd'hui, nous avons, comme on l'avait dit, 8 télévisions, nous avons 120 journaux, nous avons 37 radios communautaires et au moins 12 radios commerciales qui discutent ces 300 millions, 350 millions désormais depuis 2010, quand Yabouni était venu pour augmenter un peu la cagnotte. Il faut reconnaître que c'est vrai. La difficulté de comptabilité publique, les règles de comptabilité publique qui, effectivement, n'amenaient pas les acteurs des médias à accélérer la consommation. Ça, c'est aussi peut-être un fait. Mais l'autre fait, ça n'empêche pas le gouvernement d'augmenter la cagnotte. Ça n'empêche en rien le gouvernement d'augmenter la cagnotte, de constater qu'il y a 20 ans, nous étions en 300 millions, et que, eh bien, 20 ans après, il y a 20 ans, mais 20 ans après, nous sommes encore à 300 millions, malgré la flopée d'organes de presse qui existent aujourd'hui. La règle de comptabilité publique, en matière de gestion des finances publiques, ne peut pas expliquer ça. Il s'agit pour le gouvernement, à ce niveau-là précis, d'aider un peu les acteurs des médias à y aller. C'est vrai que c'est complètement difficile. Parce que, vous savez, le budget national, dans sa consommation, est soumis à des règles de consommation. Et les comptables publics ont l'obligation de faire observer ça. À telle enseigne qu'il y a un élément fondamental qui n'a pas été déclenché quand l'aide a été lancée en 1997 et qui a continué jusqu'à aujourd'hui, en 2018. Quel élément? Il n'a pas été dit que la subvention de l'État est assortie d'exemptions de taxes. C'est tout. S'il avait été dit que l'aide de l'État est exemptée de subventions de taxation, c'est fini. La consommation rapide serait de mise. Mais ça n'a pas été le cas. Il s'agit de venir constater alors, lorsqu'on lance les avis d'appel à consommation, à candidature, pour postuler pour bénéficier de l'aide, eh bien, l'exigence des pièces administratives vient. Règles de commerce, administration fiscale, IFU, etc., etc. Alors, comme l'a dit le conseiller, les acteurs des médias qui sont dans le privé, qui sont dans une dynamique d'accélération, d'aller vite, ils se sont confrontés à ça. À tel point que certains ne déposent pas des pièces pour en bénéficier. Et d'autres qui le font sont obligés d'être coincés par ces règles-là. À savoir que même l'aide directe, il y a l'aide directe, l'aide à la qualité. L'aide directe, qui n'est qu'une sorte qui ne laisse pas beaucoup de pièces, même quand ils gagnent, c'est difficile pour eux de justifier auprès du comptable de la RAC pour en bénéficier. Puis encore aussi, c'est l'aide à la qualité, dont les pièces sont très drastiques. Le conseiller peut en dire quelque chose. Il y a cette vérité-là. Mais connaissant quand même la procédure, les exigences qu'impose justement cette aide-là, pourquoi en interne au niveau des organes de presse et tout, au niveau des bénéficiaires, vous ne les informez pas à cette fin? Qui vous a dit ça?
Je vous pose la question. On les informe, fondamentalement. On les informe. Parce qu'il y a 20 ans que ça dure. Et tous ceux qui gagnent l'aide depuis longtemps, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans, savent un peu les règles qu'il faut pour y aller. Mais il y a une sorte de paradoxe. Vous n'avez pas idée. Lorsqu'on lance l'appel à candidature pour l'aide à la qualité, mais c'est souvent quelques 10 à 12 organes de plus. Sur plusieurs années, qui en bénéficient? Et ceux, ils sont connus. Mais l'aide spéciale, qui concerne le plus grand nombre d'organes de presse, est toujours gagnée par les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui connaissent les règles, et qui compétissent, et qui gagnent. Aussi bien l'aide spéciale et l'aide à la qualité. Mais certains, malgré les informations, malgré les sensibilisations, ne veulent rien en savoir. Puis encore, ils se mettent d'un autre côté pour diaboliser systématiquement et la HAC, les associations, pour en déduire que c'est des syndicats du crime économique, bref, en griffe. Donc c'est ça. Donc, l'autre chose, c'est quoi? Un avis d'appel à candidature est de domaine public. Lorsque la HAC lance l'appel d'avis à candidature pour pousser à l'aide de l'État, c'est divisé partout. C'est divisé partout. Donc nul n'est censé ne pas connaître ces choses-là. Encore que nous sommes des médias. Nous, associations, nous faisons la grande diffusion. C'est bien que même des journaux, des organes de presse qui sont à Tchoumi, qui sont à Tangueta, qui sont à Kouandé, sont au courant et postulent. Quid de ceux qui sont à Cotonou? C'est parce qu'il y a un désir de ne pas y aller. L'autre chose, c'est que les pièces demandées sont telles que y aller est difficile. Parce qu'il y a, par exemple, un facteur, c'est le siège du journal. Beaucoup d'organes de presse n'ont pas de siège. Beaucoup d'organes de presse n'ont pas de siège. Alors que dans les critères, il faut disposer d'un siège. Ça ne concerne pas forcément, c'est vrai qu'il y a les journaux, il y a aussi les télévisions et les radios. Il y a certaines télévisions qui n'ont pas accès à cette aide-là de façon régulière. Quels sont les critères et quel est le processus? Mais non, c'est que vous ne compétissez pas. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance de siéger dans la commission de l'État de la presse, ensemble avec le conseiller Santou. Vous dites que les radios ne compétissent pas, les télévisions ne compétissent pas. Je connais les télévisions, des radios. On va revenir à ce sujet. Mais avant, je souhaiterais connaître, les téléspectateurs et nos confrères souhaiteraient qu'on comprenne un peu le processus. Quand l'aide arrive, quand ça quitte le trésor public, ça arrive où? Au niveau de la HAC, c'est quoi le processus de l'octroi de cette aide-là? Très bien. Merci beaucoup. C'est vrai que si j'étais allé au bout de mon développement, je vous aurais donc dit que lorsque, comme l'a dit le président Chibozo, à la fin d'un exercice budgétaire, on constate qu'on n'a pas consommé une ligne, c'est qu'il y a problème. On ne peut pas demander une augmentation. C'est lorsque on a consommé dans un ordre important qu'on demande une augmentation l'année à venir. Donc vous insinuez que les 300 millions de départ, en 1997, quand ça a commencé, les médias ont eu du mal à consommer cette cagnotte? Au départ, je ne vais pas dire qu'au départ, les médias ont eu du mal à consommer cette cagnotte. Je vais poser la question. Le problème qui s'est posé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des difficultés internes. Le président du CNPA est là, il peut le confirmer. Aux professionnels des médias qui n'ont pas toujours une même lecture de la chose. Mais le président du CNPA vous a donné des informations assez intéressantes. La non-maîtrise des procédures. Non, pas. Ça là, on peut maîtriser. Pourquoi certains maîtrisent, d'autres pas? Le président du CNPA a dit qu'il y a des organes de presse qui n'ont pas de siège. Est-ce que c'est concevable dans un pays qu'un organe de presse, qu'on appelle donc une entreprise, puisqu'on demande qu'il y ait un registre de commerce, qu'il y ait IFU, un identifiant financier fiscal unique. Donc, c'est pas concevable. Et des entreprises qui n'existent pas formellement peuvent-elles bénéficier de l'aide? Donc, elles sont nombreuses, les entreprises de presse, mais peu seulement sont éligibles à l'aide. Déjà, ça pose un problème. Maintenant, concernant la procédure, l'aide de l'État à la presse privée est une aide que le gouvernement met à la disposition des professionnels des médias. Donc, c'est les professionnels des médias qui sont les premiers acteurs. Les premiers acteurs.
c'est eux qui enclenchent en vérité, d'accord, la procédure, le processus de mise en consommation de l'aide. Les professionnels des médias saisissent la HAC, à qui le gouvernement a confié le suivi de la gestion, afin que les règles de la comptabilité publique soient strictement respectées. Et donc, lorsque les professionnels des médias saisissent la HAC pour dire « nous voudrions que l'aide de telle année soit mise en consommation », nous, au niveau de la HAC, nous saisissons le président de la commission en charge de cette question-là. La HAC, le fonctionnement de la HAC est tel qu'il est mis en place des commissions permanentes, comme il y a des commissions temporaires ou des commissions ad hoc qui gèrent des questions précises. Et donc, l'aide de l'État à la presse privée est confiée, la gestion de l'aide de l'État à la presse privée, pour ne pas dire sa répartition, est confiée à une commission. Et cette commission comprend des représentants de la HAC, des représentants des associations professionnelles, des représentants des structures des associations professionnelles. L'ODEM, par exemple, la maison des médias, d'accord, ne sont pas des associations, des structures fêtières des professionnels des médias, mais des structures émanant donc des associations professionnelles. Elles sont représentées, ces structures-là. Le gouvernement est représenté à travers le ministère des Finances et le ministère en charge de la communication. C'est ce beau monde qui se réunit pour définir des orientations de répartition de l'aide. Et ces orientations sont d'abord proposées par les associations professionnelles. Et donc, lorsque la commission étudie les orientations et on se met d'accord, on dit, voilà, telle partie, tel pourcentage de l'enveloppe ira à la formation, tel autre ira à ce qu'on appelle l'aide à la qualité, c'est-à-dire c'est de l'aide indirecte dont bénéficient les entreprises de presse. Donc ce ne sont pas les organes de presse dont le siège se trouve dans la valise de leurs promoteurs qui vont bénéficier de ça. Et un pourcentage va aux institutions, au fonctionnement des associations professionnelles et des structures dépendantes, à savoir l'ODEM et la maison des médias. Et puis, la dernière partie, environ 5% me semble-t-il, qui va au fonctionnement de la commission et d'autres commissions ad hoc qui découlent de la grande commission de répartition de l'aide. Par exemple, il y a une commission qui s'occupe de la mise en œuvre des formations, il y a une commission qui s'occupe de la délivrance des cartes de presse, et tout ça là rentre dans la carte. Normalement, les 350 millions ne devraient pas suffire, mais voilà que chaque année, on n'arrive même pas à mettre en œuvre... À consommer les 350 millions. C'est-à-dire qu'on ne met même pas en consommation l'aide. Pour tout vous dire, quand moi je suis arrivé à la HAC en 2014, il y avait l'aide de 2013 qui n'avait pas été mise en consommation, l'aide de 2014 qui n'avait pas été mise en consommation, et jusqu'à aujourd'hui. Donc. Et avant 2013, il y avait même... l'aide de 2011, une partie de 2010 qui n'était pas consommée. Et vous voulez que le gouvernement continue de dire « Ah tiens, ceux-là, ils ont besoin de 2 milliards, ils ont besoin de 3 milliards ». C'est difficile à justifier financièrement. Donc on va chercher à savoir pourquoi c'est une telle situation. Je vais m'adresser à M. Basile Tchibozo, le président du CNPA, des aides qui sont en attente d'être consommées. Vous l'expliquez comment? Non, tout est dit par le conseiller. C'est-à-dire que c'est une démarche de libérer le cabri et de tenir la corde. La corde ici, c'est les règles fiscales et comptables qui plombent la démarche de consommation au niveau des organes. Donc un travail doit être fait à ce niveau-là. Personne ne peut refuser des problèmes de précarité graves au niveau des rédactions. La convention collective n'est pas appliquée, etc. On a besoin d'argent de la rédaction, au niveau de la presse en général, pour fonctionner.
On ne peut pas refuser de prendre l'argent. Mais dans le même temps, cette aide-là n'est pas exemptée de taxes. Donc, pour consommer l'aide, il faut être à jour vis-à-vis du fisc. Alors, être à jour vis-à-vis du fisc suppose quoi? Que vous avez déboursé un certain nombre d'argent, une certaine cagnotte, pour être en règle vis-à-vis de tous les papiers. Comme l'a dit le conseiller, il y a les FU, le registre de commerce, il y a la taxation fiscale pour l'aide à la qualité. Maintenant, justifier un peu de l'existence de l'organe de presse, à savoir un siège, le numéro ISSN, et de démontrer que, eh bien, cet organe existe et validé par la HAC, à savoir l'autorisation délivrée par la HAC, c'est-à-dire approuvée par la HAC, mais après avis du tribunal de Cotonou, de Cotonou. Ça, c'est dans l'ancienne loi. Dans la nouvelle loi, c'est que désormais, tout organe de presse qui veut être fait une déclaration vis-à-vis de la HAC, qui constate que les pièces sont à jour, conformément au code de l'information, et qui valide alors, lui donne quitus de son existence. Aujourd'hui, désormais, l'aide qui vient là sera soumise, les postulants seront soumis à cette exigence-là. À savoir que désormais, pour ce que je sais, que comme le conseiller sait, il y a 55 organes de presse aujourd'hui qui sont en rêve vis-à-vis du code de l'information et de la communication, voté en 2015. Parce que l'ancienne donne est finie, est balayée, c'est terminé ça. Les organes aujourd'hui qui sont là, selon les travaux qui ont été faits avec les dernières estimations, c'est 55 organes de presse qui ont été déclarés, disons, éligibles selon le nouveau code. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que et radio, et télévision, et presse écrite aujourd'hui, c'est un peu 520. C'est ceux qui répondent aux normes. Ils sont 20 aujourd'hui. Pour les radios, parce que c'est un régime d'autorisation. Il n'y a pas de problème. Ils ont une convention avec la HAC, etc. Ça suit, et puis la renouvelle. Mais pour les organes de presse, ça dit pour les journaux, c'est ça, la donne désormais. Donc, c'est 55 journaux, à la date d'aujourd'hui, qui sont en règle. Ça pose un problème. Le problème, c'est que la consommation, non seulement vous êtes en règle, mais pour y aller maintenant, il faut justifier maintenant d'autres éléments comme attestation fiscale, etc., pour en bénéficier. Alors, de deux choses, soit on donne, soit on ne donne pas. C'est pourquoi le grand nombre ne peuvent pas en bénéficier. Je crois que ce n'est pas excusable. Parce que quand vous avez entendu de presse sérieuse, etc., il faut que vous soyez en règle. Il faut que vous démontrez la preuve que eh bien, vous êtes en tant que crédible et qu'on peut faire confiance. Parce qu'on ne peut pas faire avec des poissons rouges, des loupards ou des gens qui sont dans le travestissement, ça ne marche pas. On ne peut pas aller à ce niveau-là. Mais dans le même temps, ceux qui sont éligibles, voilà les règles qu'ils ont, voilà les règles qui les frappent. Maintenant, pour l'aide à la qualité, pour la consommation, nous avons décidé que l'aide à la qualité soit dans un certain pourcentage. Et l'aide directe dans un pourcentage. Voyez-vous, à tel enseigne que quand vous prenez l'aide à la qualité, ceux qui gagnent les 10 organes de presse, les 12 organes de presse qui en gagnent souvent, bon, c'est vrai qu'avec les réformes qu'on a instituées. Quand vous parlez de la qualité, vous y mettez quoi? Non, quand on dit aide à la qualité, c'est quoi? C'est qu'un journal qui fait montre de gestion efficace, de gestion financière, de gestion des ressources humaines, un siège, etc., etc. C'est un journal, par exemple, c'est un organe de presse qui est à jour vis-à-vis du fisc, qui a une taxation fiscale à jour, qui paye selon la convention collective, qui n'est pas frappé par l'ODEM, n'est pas la HAC en ce qui concerne la déontologie, qui a un siège, etc. Vous voyez, ça, c'est la qualité, ça. Mais malgré la qualité, combien gagnent ces organes-là? C'est la grande question. Et c'est là, justement, nous devons poser la question pour savoir pourquoi est-ce qu'au niveau de la qualité, nous mettons si peu de sous. Et puis pour le social, on met aussi à faire un peu. À tel enseigne que finalement, on se dit, ben bon, maintenant, le peu qu'on met au niveau des aides directes, la plupart n'arrivent pas à consommer. La dernière fois, j'ai demandé au comptable de la HAC, est-ce que c'est bon? Et non, on dit que certaines n'ont même pas encore, ne sont pas venus chercher leur argent. La raison, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas en règle de fisc. Ou bien ils n'ont pas de siège, ils n'ont pas de décision légale, etc., etc. Donc, il y a tout ça qui joue. Donc, le grand problème qui se pose aujourd'hui, c'est que cette aide-là n'est pas défiscalisée. L'aide n'est pas défiscalisée. Elle est soumise aux règles rigides, draconiennes des règles de comptabilité publique.
Vous auriez aimé qu'elle soit défiscalisée, c'est cela? Non. On aurait aimé qu'il y ait une sorte de fiscalisation amoindrie. Voyez-vous, de fiscalisation amoindrie. Pour que les gens puissent en bénéficier, puissent en consommer. Parce que la cagnotte, c'est vrai, elle n'est pas extraordinaire. Je ne sais pas un exemple simple. L'aide 2014 qui a été répartie pour l'aider à la qualité. Le premier a gagné combien? A gagné 2 220 000, je crois. Vous parlez de la presse écrite. Vous parlez de la presse écrite, mais au niveau des télévisions, au niveau des télévisions, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai, pas la même chose. La télévision, par exemple, il y a eu, parfois il y a peut-être une télévision qui gagne, qui prend la grosse part, au détriment des autres. Non, justement, c'est pas juste de parler comme ça. Parce que les autres n'ont pas compétit. C'est là le véritable problème. Quelles sont les exigences des organes vis-à-vis des institutions fêtières? Parce que parfois, les institutions fêtières exigent d'autres détails pour leur octroyer l'aide. Quelles sont les exigences vis-à-vis, indépendamment des éléments que vous avez énumérés, la notion de gestion, les procédures et tout ça, vis-à-vis maintenant des institutions fêtières, quelles sont les exigences? De quoi? Des organes de presse? Des organes de presse et de l'audiovisuel qui aucune exigence. Aucune exigence. Parce que nous allons travailler dans la commission pour défendre les intérêts de la corporation en général, pour définir les règles et les normes de consommation de l'aide. Quand un organe n'a pas fait son adhésion vis-à-vis du CNPA, est-ce qu'il peut bénéficier de l'aide? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de contrainte. Pas du tout alors. Justement, ça parle des choses que les gens pensent pour dire que c'est vrai que ceux qui sont au CNPA qui gagnent les aides, c'est faux, complètement faux. C'est de la fausseté absolue, ça. Ça n'a aucun sens. Et comment la RAC contrôle le processus? C'est vrai qu'il y a une commission, vous l'avez dit, mais dans la procédure, comment vous arrivez à contrôler ce que font les institutions fêtières dans l'octroi de l'aide? Non, il y a, je crois, une sorte de méprise là qu'il faut qu'on corrige rapidement. Les associations professionnelles, c'est vrai, j'ai indiqué qu'elles saisissent la HAC pour demander à la HAC de mettre en consommation une aide, c'est-à-dire l'aide de telle ou telle année. Mais les associations professionnelles ne répartissent pas seules l'aide. C'est la grande commission qui comprend aussi bien des représentants des associations professionnelles, des représentants du gouvernement que des représentants de la HAC qui répartit l'aide. Maintenant, est-ce que les associations professionnelles ont d'influence? C'est peut-être, c'est possible, mais ce qu'il y a, c'est que c'est la HAC qui lance un appel à candidature, d'accord? Et tous les organes de presse, et me semble-t-il, il faudrait qu'on commence par parler d'entreprises de presse pour que les gens comprennent aussi que c'est de ça qu'il s'agit. Toutes les entreprises de presse peuvent candidater et recevoir l'aide. Ils n'ont pas besoin, les organes de presse n'ont pas besoin de la couverture d'une ou de telle ou telle autre de telle ou telle autre association professionnelle avant de postuler. Vous postulez et puis si vous remplissez les conditions exigées, et ces conditions ont été présentées par le président Thibozo tout à l'heure, à savoir qu'il faut pour ce qu'on appelle l'aide à la qualité, c'est-à-dire l'aide que reçoivent les entreprises de presse. Bien organisée. Bien organisée. Il faut être une entreprise régulièrement constituée avec un registre de commerce. Il faut avoir une attestation fiscale. Il faut payer les charges sociales, patronales, etc. à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et il faut déclarer un certain nombre de journalistes permanents. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc tout ça là. Donc, vous voyez que l'appel est ouvert à toutes les entreprises de presse. Pour 2014, par exemple, c'est la dernière aide que nous avons répartie, seulement 2 télévisions, Canal 3 et Golf Télévision. Donc ça va passer, le chat va quitter votre gauche, monsieur le conseiller. Ce sont ces 2 télévisions qui ont bénéficié, postulé et qui ont bénéficié de ça.
Canal 3 a bénéficié, ce n'est pas un secret que je trahis, d'un peu plus de 12 millions. Et puis Golf Télévision, 9 millions. Donc, les autres télévisions n'avaient pas compéti en 2014. Et au niveau de la presse écrite? Non, là, au niveau de la presse écrite, c'est 15 organes de presse qui ont bénéficié de ça, et ça tourne autour de 2 millions quelque chose. Voilà, et quelques radios. Pour les radios communautaires et commerciales, ils sont au nombre de... C'est ça. Mais quel est l'impact? On va essayer d'analyser un peu l'impact que l'aide a sur les organes bénéficiaires. Monsieur Basile Tibozo, est-ce que ça permet aux organes bénéficiaires de faire face à leurs charges, de mieux faire le travail, de répondre aux exigences de leurs employés, etc.? Bonne question, mais avant cela, je voudrais juste faire un flashback pour dire que il faut que ça soit, parce qu'on est dans une démarche pédagogique pour informer nos confrères de ce que les agents professionnels n'ont aucune emprise sur l'aide. Lorsque nous avons en commission, nous défendons, puisque nous sommes de la corporation, nous connaissons les problèmes que nous avons. Donc nous défendons et nous essayons d'arrimer les critères sur ce qui va être le plus avantageux pour les organes de presse. C'est ce que nous faisons. Mais une fois que ceci est fait, l'UPB est là pour vérifier, l'ODEM est là pour vérifier la déontologie, etc. Nous sommes là en tant que fêtiers pour donner les orientations. Et je vous assure que parfois c'est houleux avec le conseil de la HAC. Le conseil Zantou, il est là pour témoigner. C'est parfois houleux. Parce que parfois, nous sortons de certains critères pour faciliter les choses au niveau des organes de presse, sur lesquels eux ne sont pas d'accord. Et ça, je trouve que quelque part, ils ont raison. Un exemple simple, hein. Je ne digresse pas, je vais juste un exemple simple. Nous avons demandé à ce que, pour les organes de presse, les quotidiens, de justifier de 26 parutions pour mesure de l'aide ainsi 2014. 26 parutions. Ça veut dire que nous avons mis les parutions à 4 par mois pour un quotidien. De vous à moi. 4 par mois. Un quotidien, seulement 30 par mois ou 25 par mois. Non, on a dit 4 par mois. Il y a des organes qui n'arrivent pas à répondre à cette vous avez compris. Exigence. Non seulement nous avons sorti ça, ce critère-là pour dire, ben, quand même, limitons un peu les choses. Voyons si vraiment ceux qui disent qu'ils sont quotidiens, ils le sont vraiment. On a mis 4. Vous savez qu'il y a très peu qui ont pu fournir. C'est 25 par an. Très peu. Et cependant, on ne s'est pas entendu. Puisque le conseiller dit, mais écoutez, nous risquons de créer des problèmes. Il faut qu'on élargisse. On a compris, on s'est entendu, on a ramené combien à fait. On a ramené à 12. On a ramené parfois à 15. Avant que certains ne se retrouvent. Vous voyez un peu. Voilà les choses sur lesquelles nous-mêmes ne sommes pas véritablement, disons, nous ne sommes pas dans le labyrinthe du sérieux en ce qui concerne nous-mêmes notre gestion. Ça, il faut le reconnaître. Quant à votre question, c'est laquelle déjà? L'impact que l'aide a sur les organes bénéficiaires. Malheureusement, l'impact est négatif. C'est de niveau 0. C'est une sorte de gauchisme, je peux le dire, parce que c'est pas acceptable ça. Parce que quand vous avez besoin de l'aide, vous n'en faites rien. Même dans la qualité, ça ne sert à rien. Un exemple simple. Un organe de presse sérieux, qui a un siège, qui a un personnel qui paye les charges fixes, qui a des obligations patronales, qui a des obligations de fiscalité et autres là, ne bénéficie que de 2 millions maximum par an pour l'aide. Qu'est-ce qu'il peut en faire? De façon pratique, en termes de gestion, un organe de presse, un quotidien réel qui paie les salaires d'un certain truc-là, les 2 millions, c'est à peine 1 mois et demi. C'est la grande question, ça. Pourquoi je fournis autant d'efforts pour être si en règle vis-à-vis des fils, vis-à-vis de tout, et que je sois déclaré meilleur organe de qualité et que je ne gagne que 1 million, 2 millions 2. Après, c'est pas ordre de mettre 2 millions 2, 2 millions, 2 millions 5. Je crois que le dernier c'était 1 million 5 et quelques. Le plafond, donc, moins de 3 millions. Le plafond, c'est moins de 3 millions. C'est dans la grande question. Malgré tout ça, voilà ce à quoi on est confronté. Donc l'impact est niveau 0. Ça n'a pas d'impact fondamental sur les organes de presse. Donc la précarité demeure. L'environnement économique n'est pas assaini. Donc l'aide n'est pas un pis-aller. Donc pour venir appuyer les organes de presse, elle ne l'est pas.
C'est pourquoi, après analyse, après avoir fait le constat, après avoir fait l'étude sur plusieurs années, on dit maintenant il faut aller au fond. On a l'occasion de parler du fond. En conclusion, l'objectif visé en mettant en place, en instituant l'aide de l'État à la presse en 1997 n'est pas atteint. Monsieur Pascal Zantou, vous partagez cet avis de Monsieur Basile? Je ne vais pas partager entièrement cet avis. C'est vrai, l'impact souhaité n'est pas obtenu, mais on ne va pas dire tout de go que rien n'est acceptable. Non, je pense qu'il y a eu quand même des lignes qui ont été bougées. Ce qui est certain, avec 2 600 quelque chose mille pour les 15 journaux, et les 15 radios aussi, 15 radios de proximité, non radio communautaire, et puis je crois 6 ou 10 pour les radios commerciales. Ça servi à quelque chose. On demande à ces entreprises d'utiliser ces fonds-là pour payer des dettes qu'elles ont, par exemple, en matière d'imprimerie, en matière d'intrants et d'autres choses. Les salaires, les retards du salaire, non, je ne sais pas s'ils payent les salaires avec ça. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas les salaires payés avec ça. Bon. Donc, ça sert à quelque chose. Mais là où l'impact aurait pu être encore très visible, très lisible, c'est au niveau de la formation. Le volet formation devrait véritablement impacter les médias. Il y a 2 types de formation. Formation sur site, qui est une innovation de date relativement récente, c'est vrai, mais qui est très importante. C'est-à-dire que les professionnels des médias reçoivent des experts qui les encadrent dans leur milieu de travail. C'est très bénéfique pour eux et ils le reconnaissent. Il y a aussi les formations modulaires délivrées sous forme de séminaires qui sont organisés sur des thématiques, donc des problématiques qui permettent aux professionnels des médias de réfléchir. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça leur permet aussi de s'initier ou de renforcer leurs capacités en matière de techniques liées à la profession. Les questions d'ordre déontologique sont abordées dans ce cadre-là aussi. Donc ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Moi qui suis ici, j'ai bénéficié de ça. C'est grâce au volet formation de l'aide de l'État à la presse privée que moi j'ai été pour la première fois en formation à l'étranger, à Dakar, pour ne pas le nommer, au Sénégal, en 1998. Vous voyez, dès les premières années déjà de l'aide. Et d'autres comme moi ont bénéficié de ça. Et ça nous a renforcés. Le problème qui se pose véritablement ici, c'est que, excusez-moi beaucoup, il s'agit de mes confrères. Et je peux être dur avec eux. Je peux être dur avec eux. Parce que la profession nous appartient à nous tous. Parfois, il ne me plaît pas de décliner mon identité journaliste. Pourquoi? Parce que c'est gênant. En quoi c'est gênant? C'est gênant parce que la qualité de la production n'est pas à la hauteur de nos attentes. C'est la faute à qui? Mais à nous tous. Lorsque vous allez à une formation et que vous ne suivez pas la formation comme cela se doit, ça n'impacte pas votre production. Et c'est là le nœud de la question. Le nœud de la question. Je suis désolé de constater que certains journalistes, lorsqu'ils vont en formation, ils se sentent en promenade. Et ça, c'est vraiment gênant de même le dire pour que le gouvernement en soit informé. Ça ne fait pas bien que le gouvernement et les citoyens ordinaires comme vous et moi, dont on prélève les taxes et les impôts
en tout cas une partie du revenu pour l'investir dans la formation des professionnels des médias et qu'ils se comportent de cette manière. J'ai contribué à la formation très modestement d'un certain nombre de journalistes dans ce pays, mais pendant la formation, on a le sentiment que ça passe. Mais au fond, après 2 semaines, 3 semaines, ils reviennent à leurs anciennes habitudes. Et c'est là le hic. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. On va chercher à savoir, on va chercher à comprendre cet état de choses en nous adressant bien entendu à M. Basile Chibozo, l'aide de l'État à la presse. C'est-à-dire qu'on prend un peu sur les citoyens, sur les contribuables, pour nous aider à former en tout cas nos confrères. Et in fine, on n'a pas le résultat. Ce que vient de décrire M. Pascal Zantou. Tout à fait. Tout à l'heure, quand ma réponse était liée aux organes directs, ce que ça apporte. Je n'ai pas abordé le volet formation, qui est extraordinaire, comme l'a dit le conseil, qui est extraordinaire. Parce que nous avons la possibilité de former des gens sur les thématiques. Les professionnels forment sur les thématiques déontologiques et autres. Les patrons forment sur les thématiques de gestion. Voyez-vous, le marketing, la fiscalité, etc., la régie publicitaire, etc. C'était extraordinaire. C'est toujours extraordinaire parce que c'est ce volet de l'aide là permet de faire ça. Mais il y a aussi la formation diplômante qui fait que beaucoup de journalistes qui sont dans les écoles maintenant pour apprendre le métier de façon fondamentale, qui aboutit à des licences, qui aboutit au master. Le CNP a lancé un master, journaliste qui est en cours. Le CNP en ça, c'est grâce à l'aide de l'État à la presse. Toujours grâce à l'aide de l'État à la presse. Ça, c'est un donné fondamental. C'est quand même un acquis. Tout à l'heure, vous avez dit que... Non, j'avais dit l'impact sur les organes, attention. Très bien, d'accord. Sur les organes, je le précise, je le cadre là. Sur les organes, mais par rapport à la formation, j'ai dit que c'est magnifique. Qu'on forme sur les questions de technologie, sur les questions de gestion des entreprises, etc. Et sur les formations diplômantes aujourd'hui. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le CNP a eu 3 promotions de master. 2 en gestion des médias. Plus un master en journalisme pour les promoteurs non journalistes. Qu'est-ce qui est en cours, qui va finir bientôt. Ça, c'est magnifique. Le BNB aussi a des professionnels qui envoient en formation pour avoir des diplômes. Et c'est les écoles reconnues par l'État, agréées par l'État, qui les forment. Voyez-vous. Aujourd'hui, d'avoir rédaction de l'audiovisuel et de la presse écrite, des journalistes qui sont des diplômés, qui sont sortis de telle école. Ça, c'est l'aide de l'État à la presse, ça. Et ça, c'est fondamental. Mais le conseiller a relevé le niveau très faible. Le conseiller aussi l'a dit. Ceux qui ont eu l'occasion de participer à des formations. Comme le conseiller, je suis aussi un produit de cette aide-là. J'ai été à Dakar aussi, en 2000, après lui. Aujourd'hui, nous sommes là. On ne peut pas dire que l'aide n'a pas servi à ces choses-là. Maintenant, par rapport à la qualité, à la production, ça c'est un véritable problème, un panier à crâne. Le vrai fondamental que moi je trouve là, je peux me tromper, c'est l'éthique. Parce que si pendant longtemps on a parlé de déontologie, je crois que la question déontologique est en train d'être réglée un peu. Parce qu'avec toutes ces formations données ici et là, les ateliers ici et là. Grâce à l'argent des contribuables, il faut le rappeler. Oui, grâce à l'aide à la presse. Grâce à l'aide à la presse. Parce que nous aussi nous contribuons, il ne faut pas oublier ça. Les organes de presse contribuent par la fiscalité. Donc ce n'est qu'un juste retour. En ce qui concerne les patrons de presse. Donc, la formation que nous avons reçue pendant longtemps, dans les ateliers, dans les séminaires, ici et là, on est effaré lorsqu'on remarque que les productions ne sont pas à la hauteur. Mais d'où vient ça? Moi, j'en trouve 2 causes. La première, c'est le déficit de rigueur morale et éthique qui caractérise même les plus hautement formés. Et ce déficit est dû à quoi? À la précarité. Le deuxième, c'est le paiement des professionnels au niveau des organes de presse, au niveau des rédactions, en termes de salaire, en termes de conventions collectives, qui n'est pas tellement appliquée. Je crois que face à ces situations où le professionnel, le journaliste est obligé de tirer le diable par la queue, parfois il vient de causer sa déontologie et va dans le vide. Ce qui en soi est regrettable, elle n'est pas acceptable. Mais malheureusement, c'est la donne au niveau, depuis plusieurs années, où de beaucoup d'organes de presse, à telle enseigne que l'exception bancale et gauchiste là est devenue la règle, la norme. Il faut le regretter, le constater. Et dire cela, ce n'est pas dur. C'est être rationnel, c'est être logique, c'est être franc.
y a ce problème-là. Vous voyez, certains organes, les plus grands prédateurs, excusez-moi, contre la déontologie de la presse, vous n'avez pas idée, c'est des gens qui ont fait les meilleures écoles et qui étaient de très bons journalistes et qui, à un moment donné, sont rentrés de rue dans les brancards et sont les vrais pourfendeurs de cette déontologie-là. Alors, c'est une question de morale, moi je pense, et d'éthique de sa profession. Ma profession est la mienne. Je dois la protéger et la sauvegarder, quelle qu'en soit. L'argent ne peut pas me dominer en ce qui concerne ma profession. M'empêcher de dire ce qui est. M'empêcher d'aller. C'est là le grand problème. On peut être digne, on peut faire son métier, on peut gagner de l'argent, être professionnel. Malheureusement, certains gagnent de l'argent et sacrifient la profession. C'est ça que nous constatons. Et c'est regrettable. Et partant justement de ces différents constats, ensemble avec Lara, vous avez décidé d'entreprendre un certain nombre de réformes. On va en parler juste après avoir écouté le président de l'Union des professionnels des médias, M. Franck Kpotcheme, qui a opiné un peu sur la question au micro de Laurent Roland Tolinkes. Quelque part, nous avons appris à accuser malheureusement du retard dans la consommation de l'aide. Il y a nous-mêmes, association, disons la commission, il y a également la lourdeur administrative, le fait que les différents gouvernements successifs placent l'aide plus ou moins tôt. Donc tout ça mis ensemble fait que nous avons une certaine tradition de retard. Comme par exemple, c'est en 2016 ou 2017 qu'on a consommé, en 2017 qu'on a consommé l'aide 2014. Vous voyez, ça fait ce genre de retard, qu'il y a l'aide 2010 qui n'avait pas été placée. Vous voyez, un ensemble de situations qui ont concouru à ce retard. Maintenant, il faut reconnaître également que depuis que le gouvernement actuel est là, que ce n'est pas que l'aide n'a jamais été placée, non. Il y a eu des exercices en retard, un exercice en retard qui a été positionné. Et je dois dire également que depuis une semaine, nous avons commencé par faire un plaidoyer au niveau du ministre des Finances, au niveau de notre ministre de tutelle, au niveau de la HAC. La HAC même si elle mine le président. Et grâce à nos efforts conjugués, les séances de travail que nous avons pu faire tant au ministère de la Communication qu'au niveau du ministère des Finances, finalement, un comité a été mis en place, un comité interministériel, ministère des Finances, ministère de la Communication. Et depuis une semaine maintenant, on peut dire que l'aide 2018 a été positionnée, mais à moitié. Donc, sur les comptes de la HAC, une moitié de 2018 a été positionnée. Et au niveau du ministère, on nous a demandé d'être en train de consommer ça, de justifier ça, le temps que le fonds se mette en place, le fonds prévu par la loi, le Code de l'information et de la communication, que le fonds soit créé et que les arriérés, parce que nous avons, en termes d'arriérés, nous avons jusqu'à environ 4 ans. Donc, que les arriérés soient mis en place. Voilà le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, M. Franck Kpotcheme, qui a chuté dans son intervention sur la mise en place du fonds, l'une des réformes exigées, et bien entendu, dans le nouveau code de l'information, en tout cas qui régit notre corporation. D'où est partie l'idée de mettre en place un fonds? M. Pascal Zantou. Merci beaucoup. L'idée de mettre en place un fonds émane une fois encore des professionnels des médias et je crois que c'est une idée salutaire. Un fonds a l'avantage déjà d'avoir une gestion autonome avec un conseil d'administration, ce que la loi a appelé ici un comité de gestion. Et un fonds tel que c'est prévu par la loi, par le Code de l'information et de la communication, ce fonds va être logé dans un compte bancaire
C'est vrai qu'on n'a pas spécifié le compte, mais je crois que ce ne sera pas dans un compte du Trésor. Une fois qu'on a dit compte bancaire, ça devrait être dans une banque privée. Et si c'est le cas, vous voyez que dès lors que le volet purement administratif est fait, le décaissement de l'argent serait plus facile. Dans tous les cas, un fonds permettrait d'aller au-delà des montants qui sont aujourd'hui attribués. Les critères d'accès à ce fonds seront certainement plus durs que ceux que nous expérimentons en ce moment. Mais tout au moins, si vous accédez à ce fonds, c'est que vous allez recevoir assez d'argent pour faire face aux difficultés. Donc je pense que ça va être mieux. Déjà, dans le comité de gestion, il n'y a que 5 membres, représentants du gouvernement, représentants de la HAC et 3 représentants des associations professionnelles. Donc c'est ce comité qui va siéger pour définir les grandes orientations de ce fonds-là, les critères d'attribution de ce fonds. Et nous y avons réfléchi. Nous y avons réfléchi. Pas seulement au niveau de la HAC, mais de concert avec, sinon en synergie avec les associations professionnelles. On a organisé un séminaire à Boycon, si mes souvenirs sont bons, sur cette problématique-là. Et nous avons, je crois, fait de bonnes options. Je ne souhaiterais pas, de ma position, revenir dans le détail sur ces options, parce que ces options vont faire l'objet de décisions que la HAC va prendre. Et tant que cette décision n'a pas été prise, moi, je ne peux pas les divulguer. Bon, si quelqu'un d'autre peut en parler, tant mieux, mais moi, je ne pourrais pas... De toutes les façons, il y a le président du Conseil national du patronat, bien entendu, de CNPA qui est ici. La mise en place d'un fonds, on l'a vu. Vous avez formulé cette demande-là dans un élan de jalousie, parce que ces dernières années, on a mis en place le fonds d'aide à la culture. Avant la mise en place de ce fonds, les artistes travaillaient correctement. Mais depuis le jour où on a mis en place ce fonds, il suffit pour Nassi de faire un single et de mettre ça sur un support, de peaufiner un projet autour et de venir réclamer de l'argent au niveau du fonds d'aide à la culture. Ça n'a pas réglé le problème. Le fonds d'aide à la microfinance et bien beaucoup d'autres fonds. Est-ce que ce fonds-là va corriger les insuffisances que vous avez observées depuis 1997 à nos jours dans l'octroi de l'aide de l'État à la presse, aux organes de presse et de l'audiovisuel? D'abord, une clarification au plan juridique. Notre fonds, ce n'est pas un fonds de décret. Le fonds de la presse n'est pas un fonds de décret. Mais le fonds aura forcément une base juridique. Non, oui, c'est ça que je vous dis. Ce n'est pas un décret, c'est une loi. Contrairement au fonds d'aide à la culture, une loi votée au fonds par de la microfinance, etc., etc. Notre fonds est plus, du point de vue juridique, est plus assis, est plus solide, est plus costaud. Donc on ne pourrait pas avoir ces problèmes-là. Voyez-vous? Donc c'est la première qualification qu'il faut faire. Il faut s'en réjouir. Parce que c'est la loi qui institue ce fonds-là. C'est extrêmement important. Même dans les autres pays, il n'y a pas cette disposition-là. Encore une fois, le Bénin a innové à ce niveau. C'est vrai que c'est la loi qui a institué ce fonds, mais dans la même loi, il y a d'autres insuffisances qu'on ne va pas énumérer ici. Non, on aura l'occasion d'en parler du fonds, parler. Oui, tout à fait. Je vous dis, le fonds n'est pas un fonds de décret. C'est un fonds loi. Le Code de l'information et de la communication qui institue le fonds. C'est déjà une différence qu'il faut faire. Quelle serait la plus-value dans la mise en place de ce fonds? Non, mais c'est extraordinaire, parce que désormais, c'est le projet structurant. Il ne s'agit pas des appels à candidature, c'est appel à projet. Je n'ai pas, comme l'a dit le conseiller, il va parler dans des thèmes, mais moi j'y vais. Pour éclairer un peu les amis de la presse, les confrères, c'est appel à projet. Pour qu'on ne se clash pas lorsque la mise en place va commencer. Justement, il y a une série de sensibilisations que nous allons faire, quand ça va évidemment démarrer, pour qu'on ne se méprenne pas aussi dessus. Désormais, nous allons décider que les grands projets structurants de la presse soient financés par le fonds. Et si on veut être sérieux, on ne peut que souhaiter ça. Loin de l'éclectisme d'avant et de la poste politique, on va à un fonds où la dotation des organes de presse seront consistantes. À savoir que nous allons, peut-être, je ne sais pas trop, nous pensons aux grands groupes de presse.
nous pensons peut-être au projet structurant des organes. Pour 5 ans, pour 10 ans, pour 2 ans, etc., etc. Vous voyez un peu, le financement ce n'est plus des petites choses. Et vous devez démontrer, c'est ça aussi, la qualité de la production, la qualité de la gestion. Parce que si vous venez au fond avec un dossier qui n'est pas bancable, ce n'est pas pris. Et c'est en ce moment-là que les problèmes de paiement de salaire sur la collection collective seront véritablement respectés, parce que dans les dispositions des appels à projets, il y aura ça. Donc on a tous intérêt à y aller. Donc projet structurant. Donc loin de... C'est-à-dire qu'il s'agit aujourd'hui de donner un peu plus de valeur à la presse. C'est ça ce que nous visons en mettant sur pied un fonds. Parce que ce serait inutile de mettre un fonds qui doit ressembler à l'aide. Mais vous avez énuméré tout à l'heure, quand on parlait de la non-consommation de l'aide de l'État à la presse, d'un certain nombre de problèmes liés à la méconnaissance des règles, en tout cas des finances publiques. Est-ce que ce problème-là est réglé? Avec ce fonds, est-ce que les mêmes problèmes ne vont pas se répéter? Je m'adresse toujours à vous, M. Basile Titi-Bozo. Il y a quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre. C'est que nous, l'association, nous ne sommes pas, disons, des censeurs, encore des pères fouettards. Nous ne sommes pas derrière les organes de presse pour dire ce qu'ils doivent faire. Celui qui est dans les organes de presse, il connaît les pièces à fournir pour y aller. Voyez-vous? Et puis l'association, nous n'avons pas de force particulière. Et puis l'adhésion à l'association est libre. Ce n'est pas une contrainte. Voyez-vous? Eden TV, par exemple, est créé. Je vois votre siège. C'est grand, c'est beau. Il faut appuyer par Eden TV. Mais vous-même qui devez prendre la décision de venir pour demander. Si vous ne pas demander personne, la preuve, c'est que pour l'aide au niveau des radios, il n'y a que 2 télévisions qui ont postulé. Un 12 millions, un 9 millions. Mais où êtes-vous? Où est-ce qu'on ne peut pas postuler? C'est là le problème. Il faut y aller, il faut venir. Parce que la carrière qui est dégagée pour l'audiovisuel est là, mais il n'y a que 2 qui ont postulé, les 2 sont partagés. C'est tout. S'il y avait un 3e, un 4e, ils vont se partager la carrière. C'est comme ça qu'on répartit. Mais maintenant, ce n'est plus ça. C'est que dans TV, par exemple, vous venez avec un grand projet. Pendant le changement peut-être d'émetteur, je ne sais pas quoi. Un truc bien. C'est ça qui est financé. C'est comme ça que c'est financé. Donc, c'est ce que nous envisageons de faire. Et moi, je dois saluer déjà tous les acteurs qui sont mis déjà, parce que le gouvernement qui a déjà désigné son représentant, finalement, en mai dernier. Ça devait être mis en place, ce fonds-là, depuis, je crois, août 2017. À quel niveau se situe le blocage? Pourquoi, de façon officielle, ce fonds-là, en tout cas les membres qui devraient faire partie en tout cas de l'équipe pilote ne sont pas prêts pour faire le travail? Depuis août 2017, c'est pas encore fait. Non, blocage, non. Vous savez, l'administration, c'est une machine lourde. Et le secteur privé n'a pas toujours idée. C'est vraiment lourd, l'administration. Moi, je suis un pur produit du secteur privé. Je ne suis pas un fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, oui. Mais dès que je vais quitter la haute autorité de la communication, je vais devenir un acteur privé, n'est-ce pas? Bon. Mais on ne maîtrise pas toujours les rouages de l'administration. Et c'est ça qui fait que les choses paraissent longues, lentes pour nous, etc. etc. Au moment où nous on faisait ce planning, on avait pensé que les choses pouvaient se faire facilement. Mais comme l'a dit le président du CNPA tout à l'heure, le gouvernement a décidé de désigner son représentant que tout récemment. Mais nous ne pourrons pas savoir pourquoi. Vous voyez, nous ne pouvons pas savoir. Donc, mais tant que ce représentant n'a pas été désigné, on ne peut pas installer les 4 autres membres du comité de gestion. C'est là le problème. On va les rappeler très rapidement. D'abord, il y a le représentant du gouvernement, oui. Un représentant de la HAC, 3 représentants des associations professionnelles. Et les associations professionnelles les ont déjà... Et qui représente la HAC aujourd'hui? Le président lui-même? Non, c'est un conseiller en la personne de... Lambert Dogo, qui est le président de la commission permanente de la HAC en charge du secteur privé. Et c'est à ce titre qu'il va là-bas. Voilà. Et les associations professionnelles, qui sont vos représentants? C'est 3. Il y a le président du CNPA, le BMB et puis le président de l'ODEM. Voilà, ça fait 3. D'accord. Et la suite?
Bon, la suite, c'est que... Non, je ne donnerai pas le nom du représentant du gouvernement. Je n'ai pas la décision. La décision n'est pas encore prise. Est-ce que vous avez la décision à la HAC? Non. Non, nous, on a déjà pris une décision pour désigner notre représentant à la personne du conseiller Lambert Dogo. Ça, c'est fait. Mais le représentant du gouvernement, vous, au niveau de la HAC, le président de la HAC a reçu une lettre, une correspondance qui lui notifie, d'accord, ce nom-là. Mais tant que moi, je n'ai pas encore copie de ça. Le président a copie de ça. Je vais demander au président du patronat si lui, il a une idée de ce qui représente le gouvernement. Oui, sous réserve de toutes les procédures additionnelles, c'est Marcel Tchabo. Je rappelle que Marcel Tchabo a été toujours membre de la commission de l'État à la presse. Donc tous les éléments sont réunis pour la mise en place de façon officielle du fonds. Et ça se fait quand? L'installation du comité de gestion sera bientôt faite. Et bientôt, ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non. Donc il est important quand même le président de la HAC, dans son discours de clôture de la première session ordinaire de la HAC au titre de l'année 2018, l'a rappelé et a dit que le comité sera bientôt installé. Et nous n'avons même pas intérêt à ce que cela tarde parce que nous avons besoin que le fonds puisse fonctionner. Mais il y a quand même... je ne vais pas parler de mise en garde, mais je vais quand même appeler l'attention des professionnels des médias sur l'aventure qui va commencer maintenant. Avec la mise en place du fonds. Avec la mise en place du fonds. Vous voyez, la gestion publique est différente de la gestion privée. Il y aura une équipe technique permanente, composée d'agents permanents. Ils peuvent ne pas être des agents permanents de l'État. Mais si on doit mettre un régisseur, c'est l'État qui va mettre le régisseur en place. L'État peut décider de mettre un comptable en place. Si tout cela se fait et que l'on pense que sous pression ça va se faire, ça va être difficile. Première chose. Deuxième chose, nous devons faire attention. Sinon, la mauvaise gestion est vite arrivée. Et avec le régime actuel, nous savons où ça conduit. Ce n'est qu'un appel que je fais. Parce que, et tout à l'heure, le président du CNPA l'a rappelé, vous voyez, des gens nous montrent, nous donnent des pièces. Et sur pièces, on décide de leur attribuer une aide. Même si ce n'est pas l'aide à la qualité, même si c'est de l'aide spéciale comme on l'a appelé, et qu'ils soient incapables d'aller toucher l'argent, il y a problème. Parce qu'on leur a demandé de donner des documents fiables et ça a posé problème. Donc il faudrait qu'on fasse un peu attention. Sinon, on va aller au fond, mais des difficultés vont toujours voilà, Monsieur Zantou qui lance un appel aux organisations fêtières de la presse. Absolument, moi je reçois l'appel. Non, ce n'est pas aux organisations fêtières. En tout cas, aux organes de presse. Aux organes de presse surtout. Oui. Voilà. Potentiels bénéficiaires du fonds qui sera mis en place bientôt. Oui, en tant qu'association professionnelle, j'abonde dans le même sens. Pour dire, je voudrais profiter pour informer, comme l'a dit le conseiller, les organes de presse, les acteurs des médias qui sont bénéficiaires de ce fonds-là, de se mettre en règle vis-à-vis du fisc. Parce que c'est déterminant pour les appels à projets qui sont lancés dans le cadre du fonds. C'est ça le véritable problème. Comme il l'a dit, dans le secteur exécutif, il y a 2 organes. Il y a le comité de gestion du secteur exécutif. Dans le comité du secteur exécutif, il y a l'agent comptable qui sera désigné par le ministère des Finances pour contrôler la gestion financière, les règles de comptabilité publique, de gestion, etc., etc. Aucun fonds ne peut être décaissé si ça ne répond pas aux normes. On doit tout faire pour être en règle, avoir un siège, avoir la lisibilité dans nos livres comptables, etc., etc. C'est fondamental. Sinon, mais l'aide sera là, mais on sera confronté à la même chose. Et qu'est-ce qui va se passer si l'État constate qu'au premier exercice du fonds d'appui au développement des médias, il n'y a pas de consommation, ils vont réduire. Comme ici, cela réduit
C'est systématiquement comme ça. Quand on reconduit, les finances, ils font le point pour dire, bon, pourquoi cette rubrique est restée telle? Bon, 10 millions, ils n'en ont pas besoin. Alors qu'on en a besoin. Nous sommes 120 organes. Est-ce qu'il est prévu des séminaires de formation justement au profit des organes par rapport à la mise en place du fonds et la façon dont il sera géré et comment les bénéficiaires devront s'y prendre pour respecter fondamentalement, je crois qu'il y a... Oui, même dans l'aide traditionnelle, il y a toujours prévu une dotation pour informer les bénéficiaires de comment bénéficier, comment bénéficier de l'aide. C'est ça repris au plan méga, au plan macro avec cette dotation-là. Parce qu'on peut déclencher le processus sans informer les acteurs de ce qu'il faut faire pour en bénéficier. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Nous devons vraiment quitter un peu la précarité pour aller vraiment à des grands groupes de presse pour vraiment avoir une presse qui nous ressemble. Et le fonds sera mis en place, mais la cagnotte sera constituée de quoi? Les retards, parce que vous avez dit, c'est vrai que récemment on a payé, je crois, environ 175 millions pour le compte de l'année 2015-2014, je ne me trompe pas, sur 350 millions, mais les autres années, est-ce que on va regrouper cet argent qu'on va mettre dans le fonds où il y aura une cagnotte spéciale, 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards qui vont constituer le fonds? Comment ça va se passer? Nous ne sommes pas en mesure de notre position là maintenant de dire comment ça va effectivement se passer. Mais je peux dire certains souhaits que nous avions eu à émettre lors de notre séminaire à Boïcon sur le fonds. Nous avions souhaité, étant conscients que même si on faisait la sommation des arriérés qui sont disponibles là, le fonds ne serait pas consistant. Non, et ayant conscience de ça, nous avions souhaité... Les arriérés aussi environ autour de... Non, il y a 2015, 2016, 2017 et une partie de 2018 maintenant. 1,2 milliard environ. Bon, donc ça ne suffit pas. Donc nous avions souhaité que le gouvernement... c'est un souhait. C'est pas une décision. Parce que moi, quand je parle, ça peut être pris comme étant une vérité. Non, ce n'est pas quelque chose qui a été décidé ni par la HAC, ni par le gouvernement. Ça reste à l'étape de souhait. Ça reste à l'étape de souhait exprimé par les participants au séminaire que la HAC et les associations professionnelles avaient organisé. D'accord, sur le fonds, la mise en place du fonds. Nous avions souhaité que le gouvernement puisse mettre en place au moins 5 milliards. 5 milliards comme le fonds initial. Sur une période d'1 an. Oui, c'est-à-dire que si le gouvernement met en place 5 milliards, ces 5 milliards vont être gérés, d'accord, et justifiés. Et si nous montrons notre capacité à consommer ces fonds, ça veut dire que ça pourrait s'imposer au gouvernement de mettre chaque année, en tout cas un peu plus fort. Ceci va être décidé. Ceci va être décidé. Combien on va mettre annuellement, ça va être décidé. Mais le fonds initial, on a souhaité que ce soit 5 milliards. L'avantage de ce fonds aussi, c'est que quoi? Les partenaires techniques et financiers, leurs apports vont être versés dans ce fonds-là. Le gouvernement va mettre sa part dedans, ainsi de suite, de sorte que ça ne va plus être une aide que le gouvernement apporte stricto sensu aux médias privés dans notre pays. Voilà. Vous partagez absolument, absolument, parce qu'on était tous à Boïcon ensemble et c'est le souhait émis par l'ensemble des participants, à savoir ça, mais seulement il faut préciser que il y a la possibilité désormais, dès lors que c'est un fonds qui relève d'une loi, ça doit faire partie des exigences de budget. Donc ça dit qu'il y aura une ligne budgétaire en bas du fonds qui sera consacré à ça. Ce n'est pas une sorte de subvention, de dotation comme ça. Ce sera un budget en valeur du fonds qui sera porté soit par la HAC, le ministère de la Communication, pour que chaque année, il y ait cette dotation-là. Mais initialement, on a demandé 5 milliards, comme il l'a dit. Il a parlé de souhaits exprimés à l'endroit du gouvernement. Est-ce que déjà vous avez un retour?
On a déjà fait le souhait à travers beaucoup de courriers déjà, plusieurs courriers déjà, mais on attend l'installation parce que le gouvernement ne fonctionne pas comme ça. Il faut installer d'abord le fonds avant de pouvoir déclencher en addition un peu cette doléance-là. Dès lors que le fonds n'est pas installé, le gouvernement ne peut rien faire, selon moi. Dès lors que le fonds est installé maintenant, avec la désignation par le gouvernement de son représentant, le processus est déclenché. Voyez-vous, peut-être que la RAC va nous faire, disons, ce plaisir-là de convoquer rapidement une session extraordinaire. Le président de la RAC l'a dit hier quand on était ensemble, pour débattre de ce problème-là, pour installer un truc-là. Je dois dire que la loi sur le code informel de la communication a fait de la RAC une structure extrêmement importante aujourd'hui. C'est la RAC qui a le lead dans ce qui concerne l'aide de l'État, en ce qui concerne le fonds. C'est la RAC qui a le lead dans ce qui concerne la décision portant nomination des membres du fonds, pas le gouvernement. C'est la RAC qui a le lead dans ce qui concerne la régie publicitaire. Ça, c'est un autre débat qu'on peut faire. La RAC a le lead en ce qui concerne la TNT qui est en cours. Ça, c'est un autre débat. Donc, la RAC a une place prépondérante dans le dispositif de la nouvelle loi. Et c'est pourquoi c'est important que la RAC non seulement puisse être, disons, conscient de cette responsabilité, mais puisse accélérer un peu les choses. Et franchement, j'avoue que ces derniers jours, on a été agréablement surpris par, disons, les diligences que fait la RAC en ce qui concerne la mise en place du fonds et beaucoup d'autres dossiers. C'est vrai que je ne fais pas le conseiller parce qu'il est là, mais c'est une vérité essentielle. Voilà. Tout à l'heure, quand on faisait le bilan, je vous posais la question de savoir l'impact que l'aide de l'État à la presse a eu sur les organes de presse. Vous avez relevé les légèretés, les problèmes qu'il y a eu, les insuffisances et tout. Parlant du fonds, dans sa mise en place, qui soit en tout cas effective bientôt, quelle place occupe la production en ce qui concerne le monde audiovisuel? Est-ce qu'il y a une partie du fonds qui sera destinée à la production? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la TNT, il y aura un autre débat qu'on va organiser sur la TNT. Quelle est la place de la production dans le fonds qui sera mis en place bientôt? Bon, déjà, il y a du côté du gouvernement un fonds dédié à la production audiovisuelle, le FAPA, le fonds d'appui à la production audiovisuelle. Vous voyez, les gens pensent que c'est un fonds dont ne peuvent bénéficier que des acteurs publics, alors que des acteurs privés en bénéficient également. Vous voyez. Et donc, le problème que vous posez a déjà un début de solution à ce niveau-là. Mais ici, le président du CNPA, moi je vous ai dit que je ne voulais pas parler. Non, j'y arrive. Le président du CNPA a dit que c'est des projets structurants. Vous avez la solution là. Si les télévisions... À chaque organe de monter son dossier et de postuler. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai été heureux d'entendre le président du CNPA parler aussi de regroupement. Il peut y avoir de grands groupes de presse, ce sera extraordinaire. Tout à l'heure, il a parlé de 55 journaux qui seraient en règle. C'est vrai, mais ça ne se limite pas là, puisque nous avons relancé l'appel à candidature et nous avons enregistré de nouveaux dossiers. Donc ce chiffre-là pourra être revu à la hausse. Mais tout à fait. Et je n'encourage pas. Je n'encourage pas le développement, c'est-à-dire la poursuite de la situation actuelle qui consiste à la mise en place de micro-entreprises, d'entreprises qui ne sont pas viables. Non, il faut qu'on en arrive maintenant à la mise en place de grands groupes de presse, d'accord, avec une comptabilité solide, capable de présenter des projets bancables, et des projets qui vont défier la concurrence. Sinon, l'état de la production médiatique, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle, va continuer de se désagréger et de se détériorer, et ce n'est pas ce que nous souhaitons. En tout cas, moi, en tant que professionnel des médias, ce n'est pas ce que je souhaite à
à mon pays qui a une démocratie respectée de par le monde. Il faudrait que notre presse aussi soit respectée de par le monde. Nous dégringolons chaque fois que Reporters sans frontières publie ses rapports et on s'en prend aux institutions publiques, c'est vrai, mais il y a aussi la qualité. Le président du CNP a fait un développement assez important, que j'ai trouvé vraiment franc de sa part, venant de sa part en tant que professionnel et promoteur de médias, lorsqu'il parle d'une sorte d'effondrement moral et éthique dans notre pays. C'est vrai. N'ayons pas peur de dire les mots, d'utiliser les mots parfois. Hein. La corruption a miné et détruit notre presse. Il a dit qu'on peut gagner de l'argent tout en respectant les règles. C'est vrai, mais dès qu'on a gagné de l'argent, on a du mal à respecter les règles. Du coup, nous avons une presse qui insulte, qui injurie. Bon, on a quand même des confrères quand même qui respectent oui, je suis tout à fait d'accord. Non. Ce que je dis, c'est dans l'absolu ça. Mais dans la réalité, c'est clair qu'il y a des professionnels rompus. Sinon, j'aurais fait insulte au patron qui est devant moi, qui est un professionnel que je respecte, n'est-ce pas? Et donc, non. C'est parce que la tête a pourri qu'on a dit que le poisson a pourri. Et lorsque vous avez fini de parler de la philosophie de l'aide de l'État à la presse, les critères de distribution, le bilan à mi-parcours, le fonds qui sera mis en place bientôt, quelle perspective envisagez-vous pour une presse solide au service du développement du Bénin? Je crois que la perspective, c'est dans le fond. Une fois que le fonds est installé, c'est un véritable bouée de sauvetage pour la presse. Moi, je pense. Si on quitte les micro-entreprises, les petits journaux, nous avons 8 télévisions aujourd'hui, privées. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que Gulf et Eden et Soleil peuvent se mettre en train pour un grand groupe? C'est magnifique. C'est ça le véritable problème. Si 3 journaux se mettent ensemble, ou 5 journaux se mettent ensemble pour créer un seul groupe de presse, vous voyez le gain? Non seulement il y aura plus 5 sièges, il y a un seul siège. Challenge sera prêt à accueillir dans son groupe d'autres journaux pour totalement former une fédération. Totalement, puisque c'est un projet structurant ça. Nous devons y aller. Puisque le fonds d'appui au développement des médias désormais stipule ça. Nous avons intérêt, nous avons l'obligation d'y aller. Et comme je le dis, un journal qui a 32 pages, qui peut ne pas aller à un journal qui a 32 pages par rapport à un journal qui a 12 pages? Si 3 journaux se mettent ensemble, ça va être 32 pages. Si 5 journaux se mettent ensemble, 50 pages. C'est lourd, c'est vrai. Mais c'est une seule rédaction qui est dense, qui est lourd. C'est la meilleure des rédactions qui sont prises comme professionnels dedans et payées au bon salaire. Sur mon développement. Et c'est là où nous devons aboutir. Ça résout beaucoup de problèmes. Le problème de la constance, de la pérennité de l'organe, de la production de qualité, et puis du paiement des organes de presse, du journaliste qui y travaille. Nous avons tous intérêt à y aller. C'est fondamental. Nous avons une maison des médias qui ne nous ressemble pas. Il y a des projets structurants dans ce cas-là. Pour un autre siège, pour la maison de la presse. On peut y aller avec ça. Ce n'est que par ces sortes de fonds que nous pouvons faire ça et non pas l'aide. Ça ne t'aurait à rien. Nous avons intérêt à y aller. On en parlait par exemple de messagerie de presse. C'est fondamental. On en parlait par exemple du centre d'achat des intrants de presse. Si vos caméras, vos projecteurs peuvent être payés à un endroit X, un endroit de données, par un projet structurant, mis en place par les associations professionnelles, pour permettre aux télévisions de s'approvisionner en micro ensuite là, est-ce que c'est pas beau ça? Voilà un peu les visions qui nous sommes en train de voir pour
le fonds. Au niveau de la HAC, les perspectives pour la corporation? Nous, on reste confiants à la HAC que la profession a de beaux jours devant elle. Et je puis vous dire, sans aller au fond des choses, que la HAC est en train de réfléchir très sérieusement en ce moment à l'organisation de journées de réflexion sur la profession, notamment en termes de défis à relever par la profession. Il y a la TNT qui arrive, il y a les réseaux sociaux qui se mettent en place, les nouveaux médias, les médias en ligne, etc. Et donc, les derniers états généraux de la presse de 2014 ont commencé par devenir un peu caducs, même si nous n'avons pas fini de mettre en place les nombreuses recommandations de ces assises-là. Et donc, je n'ai trahi aucun secret en le disant. Je le dis d'autant plus que le président du CNPA et le président de l'UPMB ont déjà été informés de façon très informelle à ce sujet, puisque ces journées vont être organisées conjointement avec ces associations fêtières. Et donc, pour nous, nous n'avons pas de raison de désespérer, même si nous sommes par moments un peu... j'ai pas envie d'utiliser de vilains mots comme vous le voyez, un peu dérangé par la qualité de la production. Parce que chaque fois que nous prenons une décision à la HAC qui frappe un journaliste ou une entreprise de presse, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons. Et c'est très peinant, c'est très pénible, c'est très gênant pour nous. Mais on est obligé de le faire parce que les règles de déontologie n'ont pas été respectées. Et à cela s'ajoute malheureusement l'effondrement moral et éthique. Merci à vous. Les 90 minutes passent très vite. Question de gouvernance recevait pour vous, chers amis téléspectateurs de Den Télévision, chers internautes, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, monsieur Pascal Zanto, qui représentait la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC. Il est conseiller justement de l'institution. Et monsieur Basile Thibozo, il est le président du Conseil national du patronat, du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel, c'est bien sûr. Le patronat de la presse, je me trompe souvent, hein. Je fais partie de la corporation, mais je me trompe, c'est pas grave. Donc le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, monsieur Basile Thibozo, les deux opinaient sur le thème aide de l'État à la presse, état des lieux, réforme et perspective. Merci à vous de votre disponibilité et de votre fidélité à Eden Télévision. Portez-vous bien. On se retrouve jeudi prochain à la même heure, à 21h, rediffusion samedi 11h et à 21h. À bientôt.